Et si votre propre enfant vous regardait un soir et vous disait « Maman, ça fait mal de s'asseoir ». Cette histoire n'est pas un film. Ce n'est pas une fiction pour pleurer. C'est une réalité trop souvent étouffée qu'une mère a osé affronter. Une vérité qu'on préfère cacher. Le soleil d'Abidjan se levait à peine, projetant des ombres longues sur les tôles cabossées du quartier d'Abobo-Gare. Une brume tiède flottait encore dans les ruelles poussiéreuses, mêlée à l'odeur persistante du charbon de bois, du poisson braisé et de la sueur ancienne. Aminata Koné se tenait debout, figée devant la porte en contreplaqué de son modeste studio. Elle portait un pagne noué à la taille, un simple débardeur noir qui laissait deviner les marques discrètes de nuit sans sommeil. Son regard fixait le vide, ou peut-être son propre reflet dans le miroir invisible de sa mémoire. Dans la pièce derrière elle, sa fille Aïcha, 6 ans, grignotait distraitement un pain sec, les pieds pendants sur une chaise trop haute pour elle. Son rire s'était éteint depuis des mois, remplacé par ce silence lourd que seuls les enfants savent porter. Puis, dans le plus grand des calmes, la voix d'Aïcha avait résonné, innocente, cassante, comme du verre. « Maman, ça fait mal de s'asseoir. » Le monde d'Aminata s'était arrêté net. Ses tripes s'étaient tordues, le sang dans ses veines s'était figé comme l'eau d'un marigot en saison sèche. Elle s'était retournée lentement. Le regard d'Aïcha n'avait ni peur, ni accusation, seulement une vérité nue, posée là, comme un jouet brisé sur le carrelage ébréché. Aminata avait compris. Pas les détails, pas encore, mais elle avait compris. Ce fut le point de rupture, ce fut l'appel. Il y avait dans le quartier un homme, toujours bien habillé, toujours un sourire en or. Il s'appelait Tonton Marco, et les enfants disaient qu'il offrait des bonbons, qu'il faisait des tours de magie avec des pièces de 100 francs. Aminata s'était toujours méfiée. Mais les temps étaient durs, le chômage plus dur encore, et parfois on fermait les yeux sans le vouloir, sans le savoir. Elle ne pouvait plus fermer les yeux. Pas cette fois. Ce jour-là, sans prévenir personne, Aminata noua son foulard serré autour de sa tête, la main de sa fille et sortit. Elle marcha, sans direction, sans plan, mais avec une seule certitude. Elle devait comprendre, découvrir, affronter. Même si cela voulait dire regarder en face ce qu'on cache derrière les rires, les politesses, les prières du dimanche. Ce fut le début de quelque chose. Pas une quête glorieuse. Une guerre souterraine. Une descente dans le ventre infecté d'une société, pleine de blessures déguisées en tradition. Aminata n'était pas encore une héroïne. Elle était juste une mère. Mais parfois, dans ce pays, comme ailleurs, c'est suffisant pour déclencher une révolution. Ce n'est pas parce qu'on a entendu l'appel qu'on sait où aller. Ce n'est pas parce qu'on comprend que quelque chose est brisé qu'on sait comment le réparer. Et ce n'est pas parce qu'on est mère qu'on est prête. Aminata titubait. Son corps était en mouvement, mais son esprit, lui, tournait en rond comme une chèvre attachée à une corde trop courte. Elle avançait dans les rues d'Abobo, serrant la petite main d'Aïcha, sans savoir où poser ses pas. Chaque visage croisé devenait suspect. Chaque regard semblait complice d'un crime invisible. Même les arbres lui paraissaient menaçants. La question tournait dans sa tête comme un tam-tam funèbre. Et si ce n'était pas Marco? Et si j'avais mal compris? Elle avait d'abord pensé à aller voir la police. Mais elle s'était arrêtée devant le poste de quartier. 2 agents dormaient, affalés sur des bancs,
pendant qu'un troisième jouait sur son téléphone. Un gamin de 12 ans en short les narguait à quelques mètres. Elle n'était pas entrée. Elle avait ensuite pensé à l'hôpital. Un médecin, une infirmière, quelqu'un de neutre, quelqu'un d'objectif. Mais les souvenirs étaient revenus. La fois où, enceinte d'Aïcha, elle avait dû supplier qu'on la prenne en charge sans avance. Les murmures sur les filles faciles qui tombent enceintes. Les regards accusateurs. Elle n'était pas entrée. Au lieu de ça, elle avait pris un woro-woro pour Cocody, le quartier des belles vies, là où elle faisait le ménage 3 fois par semaine, chez Madame Kouamé, une bourgeoise aussi pieuse qu'implacable. Elle avait espéré que cette femme pourrait l'écouter, lui offrir un peu de clarté. Elle s'était tenue droite devant le portail automatique. Elle avait sonné. 1 minute, 2 minutes, 3. Puis la voix sèche et familière avait craché depuis l'interphone. « Tu viens aujourd'hui ? Ce n'est pas ton jour. Et tu es avec l'enfant en plus ? Tu as un problème ?» Aminata avait respiré, inspiré, expiré. Elle avait hésité à tout déballer. Mais les mots étaient restés coincés dans sa gorge comme des noyaux d'abricots. Elle avait dit « Non, je voulais juste saluer maman. Excusez-moi. » Et elle était repartie. Ce soir-là, de retour dans son studio, Aminata avait lavé sa fille, l'avait couchée et s'était effondrée à même le sol en larmes. Pas un sanglot-bruison, pas une crise. Non, des larmes sourdes, anciennes. Comme si elle pleurait quelque chose depuis toujours, mais qu'elle venait seulement de comprendre pourquoi. C'est là que les ombres ont commencé à parler. Des voix intérieures, des murmures du passé, la voix de sa mère. Les choses de la honte, on les garde dans le foyer, sinon les gens rient de toi. La voix de son ancien compagnon. C'est toi qui voulais l'enfant, pas moi, alors débrouille-toi. La voix de son oncle. Le monde est dur, ce n'est pas en pleurant que tu vas le changer. Et enfin, sa propre voix. Faible, presque éteinte. Si je parle, qu'est-ce qu'il va se passer ? Si je dénonce, est-ce que je vais sauver ma fille ou la perdre encore plus ? Elle passa la nuit assise contre le mur, les genoux ramenés contre sa poitrine, à surveiller le sommeil d'Aïcha comme une sentinelle hantée. Elle n'était plus sûre de rien, ni de la vérité, ni de ses forces, ni même de sa propre légitimité à se battre. Elle avait reçu l'appel. Mais cette nuit-là, Aminata refusa l'aventure. Elle se convainquit qu'elle avait peut-être mal interprété, que tout n'était qu'un malentendu. Elle se dit qu'il valait mieux ne rien faire. Et c'est justement à cet instant de renoncement que les ténèbres se sont activées. Quelqu'un, quelque part, avait senti son hésitation. Et le mal, lui, ne dort jamais. Le lendemain, le ciel d'Abidjan était couvert. Le genre de gris qui ne promet pas la pluie, mais pèse sur l'âme comme un couvercle de marmite trop lourd. Aminata n'avait presque pas dormi. Elle fixait le plafond sans vraiment le voir, comme si elle attendait un signe, une lumière, quelque chose. Ce n'est pas un signe qui arriva. C'était une voisine. Une femme qu'elle connaissait de vue, sans jamais avoir osé lui parler vraiment. Elle s'appelait Tanti Rose, la cinquantaine, ancienne sage-femme reconvertie en couturière, un regard perçant comme une aiguille et une voix qui sentait la braise éteinte. Elle est entrée sans frapper. À Abobo, les portes ne sont pas vraiment fermées, surtout quand la douleur déborde par les murs. « Tu vas me laisser regarder cette petite ou tu vas continuer à faire semblant ?» Aminata avait sursauté. Elle avait voulu protester, mais son corps s'était mis à trembler tout seul. Tanti Rose avait observé Aïcha endormie sur le vieux matelas. Elle n'avait posé aucune question inutile. Elle avait juste murmuré « Elle a parlé ?» Aminata avait hoché la tête, lentement. Puis, les mots étaient sortis. Tous. D'un coup. Comme si elle ouvrait enfin une digue trop longtemps retenue. Elle raconta le dîner, la phrase, la peur, les doutes, Marco, les silences. Elle parla comme on vomit, sans élégance, sans logique, mais avec cette sincérité nue qui fend les cœurs. Tanti Rose n'avait pas pleuré. Elle s'était assise.
et avait parlé à son tour. Elle avait vu, dans sa jeunesse, des dizaines de petites Aïcha, des mères qui se taisaient, des pères absents, des voisins qui savaient mais détournaient les yeux. Elle avait vu des enfants brisés et des familles qui continuaient à prier comme si Dieu allait recoudre ce que la société avait laissé déchirer. Tu crois que tu es seul, tu crois que c'est un cas isolé, mais non. Ce quartier, cette ville, ce pays, ils sont bâtis sur des silences. Et les silences, ma fille, ça tue plus que les machettes. Puis elle sortit d'un sac plastique une enveloppe chiffonnée. À l'intérieur, un petit flyer usé, délavé. Une association. Discrète, locale. Des femmes, des avocates, des travailleuses sociales. Pas le genre à passer à la télé. Mais le genre à changer des vies en douce. Elles ne peuvent pas tout régler, mais elles peuvent t'aider à voir clair. Et surtout, elles peuvent protéger ta fille. Ce fut là, dans cette pièce étouffante, que quelque chose changea chez Aminata. Un battement, un souffle. Pas encore du courage, mais une première étincelle. Elle réalisa qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'était pas seule, et surtout que ce n'était pas sa faute. Plus tard dans la journée, elle appela. La voix au bout du fil était douce mais ferme. On lui proposa un rendez-vous pour le lendemain dans une petite salle communautaire de Yopougon. Cette nuit-là, Aminata ne dormit mieux. Mais pour la première fois, elle n'avait plus honte. Elle avait peur, oui, mais la peur était vivante, et une peur vivante vaut mieux qu'une honte qui vous enterre. L'air du matin sentait la terre chaude et le gasoil. Aminata avait habillé Aïcha d'une petite robe jaune citron, la préférée de sa fille. Elle-même portait un pagne sobre, noué haut, avec une chemise blanche repassée à la vapeur d'eau. Ses mains tremblaient un peu, mais son regard était plus ferme qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Le taxi commun les déposa devant un petit bâtiment en parpaing peint à la chaux. Une pancarte fatiguée au-dessus d'une grille indiquait « Maison des femmes de J. Conan. Accueil, écoute, dignité ». Pas de caméra, pas de sécurité armée, pas de grandes affiches. Juste un portail entr'ouvert et une vieille dame en boubou qui tricotait à l'entrée. Aminata inspira profondément. C'était le seuil, le point de non-retour. Elle entra. À l'intérieur, une salle fraîche, aux murs décorés de dessins d'enfants et de slogans à moitié effacés. Ton silence n'est pas ta protection. Le viol n'est jamais la faute de l'enfant. La honte change de camp. Une femme l'accueillit. Simple, directe, sans pitié feinte. Elle s'appelait Mariam Ghessan, une juriste aux traits doux et aux yeux d'acier. Elle proposa un siège, un verre d'eau, un sourire. Puis elle parla à Aïcha, doucement, sans pression. Elle ne posa aucune question déplacée. Elle laissa l'enfant dessiner pendant que sa mère parlait. Aminata raconta, encore. Mais cette fois, chaque mot posé devant cette femme semblait changer de poids. Ce n'était plus un fardeau, c'était un témoignage. Elle évoqua Marco, les voisins, le silence. Et enfin, le doute. Et Mariam la coupa. Les prédateurs comptent toujours sur le doute, sur la honte, sur ton silence. Tu as déjà franchi la moitié du chemin en venant ici. Puis la juriste sortit un dossier. Des noms, des numéros. Elle en avait vu beaucoup d'autres comme Marco. Certains étaient poursuivis, d'autres avaient disparu, mais tous laissaient derrière eux des traces, des enfants brisés, des mères comme Aminata. Mariam proposa un accompagnement, une consultation médicale avec une partenaire à Trècheville, un suivi psychologique pour Aïcha et la possibilité de porter plainte. C'était ce dernier mot qui colla à la gorge d'Aminata. Porter plainte ? Contre un homme respecté du quartier ? Un homme connu ? Un homme qui souriait à tout le monde. Et Mariam le savait. Elle planta ses yeux dans ceux d'Aminata. Quand tu passes cette porte, tu deviens une cible. Mais tu ne seras pas seul. Le vrai seuil n'était pas la porte d'entrée. C'était la signature du dépôt de plainte. Aminata prit le stylo. Sa main tremblait. Elle signa. D'un trait,
simple, brut, définitif. Quand elle ressortit, le soleil tapait fort. Mais il n'écrasait plus Aminata. Il l'éclairait. Elle tenait Aïcha par la main, plus fermement. Un pas après l'autre, elles retournèrent vers la rue, vers la vie. Mais quelque chose en elle s'était inversé. Elle n'était plus la victime. Elle devenait l'adversaire. Et quelque part dans le quartier, Marco allait apprendre qu'un mur avait commencé à se lever. Un mur qu'il ne pourrait plus franchir comme avant. Le dépôt de plainte d'Aminata fut comme un coup de pied dans une fourmilière endormie, un nom jeté dans la poussière, une vérité dérangeante crachée au milieu d'un silence trop bien rangé. Mais très vite, elle comprit que la vérité n'a pas d'aile. Elle ne vole pas, elle rampe. Et parfois, elle se fait piétiner. La première épreuve fut le quartier. Au lendemain de sa démarche, les regards avaient changé. Pas tous, mais assez pour que l'air devienne plus lourd. La vendeuse de beignets en bas de chez elle, si bavarde d'habitude, s'était tue quand elle était passée. Un groupe d'hommes près du kiosque à café avait éclaté de rire dès qu'elle les avait salués. Puis, les murmures ont commencé. « Elle dit que c'est Marco ? Elle est sérieuse ? Le gars qui aide les enfants du quartier ? C'est parce qu'elle n'a pas d'homme, elle devient folle. » Le pire était que certains regardaient Aïcha avec méfiance, comme si dans cette guerre, l'enfant était le poison, pas la preuve. La deuxième épreuve fut l'attente. Une plainte ne transforme pas un agresseur en criminel du jour au lendemain. Il fallait enquêter, il fallait vérifier, il fallait laisser la justice suivre son cours. Pendant ce temps, Marco, lui, continuait à se pavaner, toujours bien habillé, toujours le sourire doré. Il n'avait même pas été convoqué encore. Aminata avait croisé son regard une fois devant la boutique du quartier. Il n'avait pas fui. Il avait sourire. Un sourire froid, calculé, comme un avertissement. Elle était rentrée tremblante, en colère, écorchée, mais elle n'avait pas cédé. La troisième épreuve fut la solitude. Certains amis lui tournèrent le dos, d'autres lui disaient à demi-mot « Ce genre de choses, ça ne se dit pas », ou encore « Tu sais comment les enfants inventent parfois, non ?» Même sa propre tante, qui l'avait aidé à élever Aïcha au début, l'appela un jour pour lui dire « Tu veux salir ton nom comme ça et celui de ta fille ? Vous ne vous marierez plus jamais si tu continues. » Aminata pleura cette nuit-là. Pas pour elle, mais pour cette société qui punit les victimes et protège les monstres. Mais dans ce désert, elle trouva des alliés. Mariam, la juriste, qui continuait de la suivre, de l'appeler, de la conseiller. Une jeune psychologue, Hawa, spécialisée dans les traumatismes d'enfants, qui avait su faire parler Aïcha sans l'effrayer. Et surtout, 3 autres mères, venues discrètement la voir après une séance d'écoute. 3 mères. 3 histoires différentes. Mais le même nom revenait. Marco. Pas un soupçon. Pas un accident. Un prédateur méthodique, silencieux, protégé par la réputation, la religion, la peur des femmes et l'inaction des hommes. Aminata ne pleura pas en les écoutant. Elle sentit seulement son cœur se tendre comme une corde d'arc. Elle n'était plus seulement la mère d'Aïcha. Elle devenait la voix de plusieurs enfances détruites. Et puis, l'ennemi bougea. Une rumeur circula que Marco comptait porter plainte à son tour pour diffamation. Une tentative claire de renversement. Lui, l'homme respectable. Elle, la pauvre fille nerveuse avec un passé douteux. Le combat devenait stratégique. Il ne s'agissait plus de vérité, mais de preuves, de récits, de courage. Et Aminata était prête. Pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle n'avait plus le luxe de reculer. Le ciel d'Abidjan était lourd ce jour-là, couvert de nuages aussi épais que les silences que la justice avait longtemps protégés. Aminata se tenait sur les marches du palais de justice du plateau, main dans celle d'Aïcha, sa fille, son souffle, son combat. Tout autour, la presse locale, des curieux, des militants, des voisins déguisés en passants. Certains venaient soutenir, d'autres simplement pour regarder la chute potentielle d'un homme puissant. Et tous attendaient. Marco était là aussi, costume gris clair,
entouré de 2 avocats. Il avait toujours ce sourire figé, mais aujourd'hui, il tremblait un peu. Le procès n'avait rien de spectaculaire, pas de caméra dans la salle, pas de discours de film. Juste des bancs durs, un parquet grinçant, une juge fatiguée et des mots qui faisaient mal. Mais dans ce décor sobre, la vérité, elle, flambait. L'ordalie d'Aminata commença quand on la fit passer à la barre. Elle ne voulait pas pleurer, pas parce qu'elle voulait faire la forte, mais parce qu'elle savait qu'en face d'elle, chaque larme serait considérée comme suspecte. Alors elle parla, claire, lentement, de ce que sa fille avait dit, des nuits sans sommeil, des silences du quartier, des autres mères, des rires moqueurs, des visages qui tournent la tête et de la peur qui ne la quittait jamais. Elle ne s'attaqua pas à Marco. Elle décrivit les faits, elle décrivit les conséquences, et elle termina par une phrase simple, presque chuchotée. « Je ne veux pas qu'on me croie pour me défendre. Je veux qu'on regarde cette petite et qu'on comprenne. » Puis ce fut le tour de Marco. Lui ne tremblait plus, il jouait son rôle. Homme respecté, bienfaiteur du quartier, cible d'une vengeance affective. Il déclarait qu'Aminata avait toujours eu un comportement ambigu, qu'elle avait peut-être inventé cette histoire pour de l'argent, voire pour lui nuire personnellement. La salle murmura. Certains hochaient la tête, mais d'autres écoutaient autrement. Quelque chose avait changé. Puis vint le moment du témoignage médical. La docteure appelée à la barre confirma ce qu'elle avait observé. Aïcha présentait des signes compatibles avec une agression. Pas de preuves directes, mais des éléments forts. Et surtout, l'enfant avait parlé, plusieurs fois, avec constance, sans contradiction. Mais c'est le témoignage des autres mères qui brisa le masque. 1, puis 2, puis 3. Elles dirent comment ils les avaient manipulés, comment ils leur offraient des cadeaux à leurs enfants, comment ils les touchaient accidentellement. Comment elles s'étaient tues, par peur, par honte, par fatigue. Et là, dans ce moment suspendu, Marco détourna le regard. Son masque glissa. Juste un instant. Mais c'était suffisant. La juge demanda une suspension. Et pendant les minutes de silence, dans la chaleur moite de la salle, Aminata sentit en elle quelque chose qui craquait. Pas une faiblesse, un vieux verrou intérieur. Un mur de honte qui s'écroulait. Ce jour-là, qu'elle gagne ou qu'elle perde sur le plan juridique, Aminata avait triomphé. Elle avait parlé, elle avait résisté, elle avait ouvert la voie. À la reprise, le procès ne donna pas encore de verdict. Ce serait pour une date ultérieure, mais tout le monde avait vu. Tout le monde avait entendu. Et personne ne pourrait faire semblant d'ignorer. Pas cette fois. 2 mois ont passé. La justice n'a pas rendu de verdict flamboyant. Pas d'image virale. Pas de scandale public. Mais Marco a quitté le quartier. Ses anciens amis se sont évaporés comme la fumée d'un foyer qu'on n'alimente plus. Il n'a jamais officiellement été déclaré coupable, mais il a cessé d'être intouchable. Et ça, dans un pays où le silence est une institution, c'est déjà une révolution. Aminata n'a pas repris sa vie d'avant. Elle ne peut pas. Elle ne veut pas. Elle n'est plus la même. Elle est cette femme qui a traversé l'enfer avec sa fille dans les bras. Elle est cette voix qui a brisé le mur. Elle vit toujours à Abobo. Le studio est toujours modeste. Le quartier est toujours bruyant, imprévisible, mêlé de vie et de chaos. Mais Aminata marche droite. Et quand elle passe, certains détournent le regard. D'autres baissent les yeux et quelques-uns l'invitent à parler. Un jour, la Maison des Femmes l'a recontactée. Pas pour l'écouter, mais pour lui proposer d'écouter les autres. Elle a hésité. Puis elle a dit oui. Et maintenant, tous les mercredis après-midi, Aminata anime un cercle de parole. Des femmes.
parfois des jeunes filles, parfois même des grands-mères. Elles viennent, assises sur des chaises bancales dans une salle éclairée par le courage. Elles parlent, ou elles écoutent, ou elles pleurent en silence. Et Aminata est là, pas en sauveuse, en témoin, en sœur, en phare discret. Un jour, une jeune fille à peine sortie de l'enfance lui demanda « Tanti, comment tu as fait pour ne pas devenir folle ?» Aminata sourit, un vrai sourire. Fatiguée, oui, mais remplie d'une lumière nouvelle. « Je suis devenue folle. » Un peu, mais j'ai trouvé un chemin dans ma folie. Et ce chemin, c'est vous. Aïcha grandit. Elle rit à nouveau. Pas toujours. Pas encore comme avant. Mais son rire revient par vagues. Et quand elle dessine, maintenant, elle met du rose, du jaune, du vert, et ses bonshommes ont tous de grandes mains comme pour attraper l'espoir. Un matin, en allant au marché, Aminata entendit une voix familière derrière elle. Une femme du quartier, une ancienne commère. Elle dit, en croyant murmurer, « Voilà la fille là, hein, la fille qui a dit non. » Et Aminata, sans se retourner, sourit doucement. Parce que cette fois, ce n'était pas une insulte. C'était un titre. Un insigne. Elle n'était plus la fille qui n'a pas de mari, ni celle qui a fait un scandale. Elle était celle qui a dit non. Et ce non, il parlait pour tant d'autres. Un non qui avait ouvert un chemin. Pas une autoroute, pas un miracle, mais un petit sentier où désormais d'autres pieds osaient marcher. Ce n'était pas un conte. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était une victoire vraie. Et dans cette vérité, Aminata avait trouvé sa paix. Merci d'avoir suivi cette histoire poignante sur notre chaîne. Maman, ça fait mal de s'asseoir, à toucher des cœurs, et vous étiez là pour l'entendre. Et maintenant, on veut vous entendre. Dis-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous ? Afrique, Europe, Amérique, Asie ? Votre voix compte, votre présence nous touche. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires vraies, puissantes et humaines. Merci de faire partie de cette communauté. À très bientôt pour une nouvelle histoire.